Sud des États-Unis, État d'Oklahoma. Cette route mène au pénitencier de McAlester, où sont enfermés les condamnés à mort. Il y a 10 ans, j'ai rencontré là-bas Shawn Sellers, un jeune condamné dont l'histoire avait attiré l'attention des médias du monde entier. Il avait mon âge et je ne l'ai pas oublié. Depuis la nuit de son exécution, je pense que la peine de mort agit comme un poison sur tous ceux qui y participent. Aujourd'hui, je veux retrouver tous ceux qui ont été mêlés à l'exécution de Shawn Sellers. C'est ici que Shawn Sellers a passé les 13 dernières années de sa vie. Cameras in 3. No, it's in 3. Okay, well, my name is Shawn Sellers. Who are you? Okay. No, I'll sit down here. Au moment de cette interview, Shawn avait 29 ans. La plupart des gens d'ici, tout ce qu'ils voient de moi, c'est un condamné à mort. Des chaînes, des barreaux, des crimes. Si tout ce qu'on voit, c'est quelqu'un qui a fait du mal, qui a tué et qui est dangereux, alors on pense que cette personne mérite de mourir. Je n'en veux pas à tous ces gens, sauf sur un point. Les seuls qui ont vraiment le droit de vouloir ma mort, c'est ceux à qui j'ai fait du mal. Ceux qui souffrent encore de ce que j'ai fait quand j'avais 16 ans. Ils ont le droit de me détester, d'être en colère contre moi, de vouloir ma mort. Mais si je ne vous ai rien fait, pourquoi vous voulez que je meure ? Shawn Sellers est né en 1969 en Californie. Il m'a raconté son enfance juste avant son exécution. Quand je suis né, ma mère avait 16 ans et mon père 18. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, parce que personne n'a jamais rien dit de bien sur mon père. On m'a toujours dit que Rick Sellers était un menteur, un voleur et un drogué. Leur mariage a duré 2 ans. Quand j'avais 5 ans, ma mère m'a emmené chez mes grands-parents et elle a pris un boulot de chauffeur routier. Je la voyais tous les 15 jours, quand elle pouvait rentrer à la maison. C'est à cette époque qu'elle a rencontré mon beau-père, Libello Fato, et qu'elle l'a épousé. J'étais content parce que j'allais avoir un papa. Je trouvais ça super. Ils ont continué à conduire des camions pendant quelques années. Ils essayaient d'être là pour mon anniversaire, pour Noël, de revenir de temps en temps. On déménageait à peu près 3 fois par an.
Des fois, je restais dans la même école. Des fois, on changeait de ville. C'est un truc qui m'a toujours énervé. À chaque fois que je me faisais un copain, on déménageait. J'ai commencé à m'intéresser au culte satanique. J'avais vu des trucs à la télé et ça avait l'air chouette. Je ne voulais faire de mal à personne. Ce qui s'est passé, c'est que plus je me suis plongé là-dedans, plus mes pensées sont devenues incohérentes et tordues. Jusqu'au point où je me suis dit que ce serait pas mal de tuer quelqu'un. Et c'est là que je l'ai fait. À l'âge de 16 ans, Shaun a assassiné sa mère Vanda et son beau-père Lee Belofato. Ils sont enterrés à l'est de l'Oklahoma. J'ai retrouvé dans les archives de la télévision locale les images de cette tragédie. Une nuit dans la maison familiale, alors que Vanda et Lee sont endormis, Shaun fait feu sur eux avec l'arme de son beau-père. Il a toujours affirmé avoir commis ce crime sous l'emprise d'une force incontrôlable. Lors de son arrestation, l'adolescent reconnaît le double meurtre et avoue un autre crime. Six mois auparavant, il a abattu le gérant d'une supérette avec un complice. Son complice lors du meurtre du commerçant est également arrêté. Richard est un ami de Shaun, fasciné comme lui par le satanisme. Les deux jeunes gens diront aux policiers avoir tué l'épicier pour voir ce que cela faisait. Richard accepte de témoigner contre son ami en échange d'une peine plus clémente. Témoins, preuves matérielles, aveux de Shaun Sellers, tout est désormais prêt pour un procès. Mais la justice s'interroge. Doit-il être jugé comme un adulte pleinement conscient de ses actes ? L'avocat de Shaun, commis d'office, présente au juge des expertises psychiatriques décrivant des troubles de la personnalité. Mais le procureur réclame la condamnation à mort. I think it's a real tragedy that in the United States, a 16-year-old, when he commits a crime, can be put to death. En 1987, Shaun Sellers est condamné à la peine capitale. Il devient le plus jeune condamné à mort des 50 dernières années aux États-Unis. Pendant les 13 années qui suivent sa condamnation, Shaun grandit ici au pénitencier de McAlester. Dans ces bâtiments à moitié enterrés, les cellules au sous-sol sont privées de lumière naturelle. Dès son arrivée en prison, Shaun affirme avoir trouvé la foi. Des journalistes viennent l'interviewer. My mom never told me that she loved me enough until I got into Satanism. And then when I got into it, I didn't hear her. I didn't listen.
make sure that their children know that they love them. Let that not ever come to question. You know that we're talking to probably millions and millions of kids in America now. Attirés par l'annonce de sa conversion, des pasteurs viennent aussi le rencontrer en prison. Ils enregistrent ses confessions publiques. As I was doing the rituals all night long, as I was taking speed during the day, smoking joints, and stuff during lunch, I was, working, doing rituals all night long. All this stuff was happening. I just finally started losing control. You've seen me, you see these handcuffs, you see where I'm at. This is where Satanism put me. You've heard the stories of other kids, where Satanism put them. Man, it's not the way. Wise up. Listen to what I'm saying. I'm not some preacher on some pedestal. I'm talking from experience. I've been there. I've walked where you are. Les années passent. Ses avocats tentent en vain de le faire rejuger. Des psychiatres disent avoir détecté chez lui des troubles ignorés à l'époque du procès. Adulte, Shaun écrit des livres contre l'occultisme, reçoit des milliers de lettres, entame des correspondances avec des centaines d'adolescents. 13 ans après sa condamnation, au moment de notre rencontre, il est arrivé au bout des possibilités de recours devant la justice. Je n'ai plus d'espoir. Il me reste encore le recours en grâce, mais je n'ai même pas la force d'y croire. Personne n'a jamais été gracié en Oklahoma. Si ça m'arrive, ce sera un miracle de Dieu. Donc voilà où j'en suis. J'espère encore, parce qu'honnêtement, c'est difficile de laisser tomber, mais je n'ai plus la force d'y croire. Si je suis gracié, je continuerai à faire quelque chose de ma vie, mais je n'y crois pas. Je pense que je vais mourir dans 2 semaines. Trois jours après ma rencontre avec Shaun, j'assiste à l'audience de recours en grâce qui va se tenir dans une petite chapelle à côté du pénitencier. Pour Shaun, c'est la dernière chance de voir sa peine capitale commuée en prison à vie. Steve Presson, son nouvel avocat, se consacre jour et nuit à l'affaire pour empêcher l'exécution. Au cours de cette audience, 5 jurés, nommés par le gouverneur de l'État, doivent recommander ou non la grâce de Shaun Sellers. Des militants contre la peine de mort et des amis de Shaun sont venus demander qu'on l'épargne. Pour moi, cette journée est symbolique. Est-ce qu'on peut ou non accorder la clémence à un homme? Je connais Shaun depuis une dizaine d'années. Et de tout mon être, je pense qu'il mérite cette clémence. Si on lui refuse, ce sera une injustice. J'ai peur pour notre État. Si on décide de mettre à mort un adolescent perturbé, âgé de 16 ans au moment de son crime, ça me fait peur. On n'est plus au Far West. Il faudrait réaliser qu'il y a de meilleures solutions pour gérer ça
plutôt qu'exécuter nos gamins. Je comprends que le reste du monde nous prenne pour des dingues. Je suis l'avocat de Sean Sellers. Je porte un fardeau que personne ne devrait porter. Je vous implore d'épargner une vie humaine. Vous le savez, Sean avait 16 ans à l'époque de ces crimes. Cela ne veut pas dire qu'il ne doit pas être puni. Sean est puni, personne ne peut le nier. Depuis 13 ans, il dort sur un lit en béton, dans une pièce sans fenêtre, plus petite que certains de nos placards. Il y reste 23 heures par jour, parfois 24 heures. S'il n'est pas exécuté, il passera ainsi le reste de sa vie. Est-ce que ces victimes ont connu un sort meilleur? Non, répondront beaucoup. Mais personne ne peut dire que la prison n'est pas un châtiment. Sean a été puni. Il est puni et le sera jusqu'à la fin. Je vous demande la grâce. Si ce n'est pas maintenant, quand? Si ce n'est pas pour Sean Sellers, pour qui? Sean vit dans les ténèbres des couloirs de la mort. Là-bas, il est une bougie qui scintille. S'il vous plaît, n'éteignez pas cette flamme. Dans ces audiences, un temps de parole est réservé aux familles des victimes. Les parents et les enfants de Lee Belofato, le beau-père de Sean, sont venus réclamer son exécution. Parmi eux, Lorne, son fils, et Noël, sa fille. Je suis ici pour parler au nom de mon père. Depuis près de 13 ans, ma famille a gardé le silence pour laisser travailler la justice. Aujourd'hui, après tout ce temps, nous sommes choqués de nous retrouver devant vous pour vous demander de respecter la peine de mort prononcée contre Sean Sellers et d'autoriser son exécution. J'ai bien connu Sellers quand j'étais petite. Je l'ai toujours considéré comme mon frère et je l'aimais beaucoup. Je ne l'aurais jamais cru capable de commettre des crimes aussi horribles. Mon père était un homme hors du commun. C'était mon héros. Il savait toujours me faire sourire avec ses grimaces et ses airs malicieux. Il avait mille façons d'exprimer son amour pour ses enfants. Je suis triste quand je pense que mon mari, mon fils, ma nièce, ma belle-sœur ne connaîtront jamais tout ça. Pour conclure, je vous demande de vous souvenir que les meurtres de Sellers étaient prémédités et calculés. Son exécution ne ramènera pas mon père ou ma belle-mère. Elle ne comblera jamais ce vide dans ma vie. Mais Sellers doit être exécuté pour les crimes qu'il a commis. Ceci est un châtiment et non une vengeance. Merci. La procédure réserve 10 minutes de parole aux condamnés. Pour sauver sa vie, c'est maintenant que Sean doit convaincre qu'il a changé. The State of Oklahoma Pardon and Parole Board will now reconvene. The meeting is called to order at 12:57 p.m. by Acting Chairperson Bussey.
Je me doute de ce que vous avez entendu aujourd'hui, parce que je connais les gens à qui j'ai fait du mal. Je sais qu'ils sont là. Je ne peux pas imaginer ce que je pourrais vous dire aujourd'hui pour que vous ayez pitié de moi. Je sais que je ne suis pas ici pour vous demander justice. Je viens implorer votre clémence. J'ai lu le dossier présenté par le procureur contre moi, et c'est la première fois que j'ai l'occasion de lire les lettres de Lorne, Noël et Lou. Je sais qu'ils sont là, quelque part. Je ne sais pas où vous êtes. Je ne vous vois pas. Lorne, j'ai lu ce que tu as dit à propos de ta fille. Et je suis vraiment désolé. Quand je vois qu'elle grandit sans son grand-père, j'ai envie de mourir. C'est tellement dur pour moi de supplier qu'on m'épargne. Je ne crois pas que je pourrai un jour racheter mes crimes. Je sais bien que je ne pourrai jamais réparer la mort de 3 personnes. Mais je dois essayer. C'est ce que j'ai fait et je dois continuer, si je reste en vie. Si je comprends bien, vous remettez la décision finale entre les mains du gouverneur. Vous devez juger si je mérite qu'il se penche sur mon cas et qu'il décide si je dois vivre ou mourir. Je veux continuer à parler aux jeunes. Je ferai tout ce que je peux. C'est mon cœur. C'est ce que je suis. Et c'est tout ce que je peux faire. J'implore votre clémence, au nom de cela, et de cela seulement. Dans ce type d'audience, les jurés ne se retirent pas pour délibérer. Le verdict est instantané. This time, I will call on each member of the board alphabetically for their vote. Flint Breckenridge. No. I'll skip my vote at this time. Ruby Smith. No. Ronald Worthen. No. And my vote is no. Clemency is denied for Sean Sellers. This time, the clemency hearing for Sean Sellers is adjourned. State of Oklahoma Pardon Parole Board now adjourned. The meeting is adjourned at 1:25 p.m. by You best turn you ever had. It's because of your heart. It's because you believe in me. You weren't just fighting the case. You weren't just fighting for my life. You were fighting for me. And that meant the world to me. And we lost. But you know what? I'm never going to be forgotten. And my life has been surrendered to God, and God's not done with it yet. And I think that in 10 years, more people will know about who I was than they do now. I love you. I love you. 30 seconds. You be well and you be loved. Okay? Okay. Alright, guys. I love you, man. I love you, Sean. Goodbye, Steve. Goodbye, Sean. All my heart and all my soul. All my heart, all my soul. Forever. Goodbye.
Bye. La vie de Sean Sellers s'est achevée dans la chambre d'exécution du pénitencier de McAlester. Avant de mourir, il a enregistré pour moi quelques extraits de son journal intime sur une cassette. I went out on the yard today, laid down and watched the sky for a while through the static of steel beams and square wire. The square in the wire made a grid that let me see the clouds' every movement. A huge, white, bright cloud covered the yard like a veil. It was drawn back, passed over, and was gone. It took all the clouds with it, and there was nothing but blue in its place. Bright, endless blue. I wonder if that's what dying would be like. Sean est mort. Pour l'État d'Oklahoma, l'affaire est classée depuis longtemps. Mais pour tous ceux qui ont assisté à son exécution, la vie a continué. Où sont-ils? Que ressentent-ils aujourd'hui? Un sentiment de justice? De devoir accompli? Sont-ils en paix avec eux-mêmes? Ou bien se sentent-ils coupables? Ont-ils des remords d'avoir participé à cette exécution? C'est dans ce parc naturel, à l'est de l'État, qu'un des témoins de l'exécution me donne rendez-vous 10 ans après. Lors de l'audience de recours en grâce, Lorne Belofato, fils de Lee Belofato, avait demandé qu'on exécute Sean. Lorne est un homme du Sud. Il a toujours soutenu la peine capitale. C'est pas moi qui ai choisi sa sentence. 12 jurés ont décidé de prononcer la peine de mort. Selon eux, c'était le châtiment adapté au crime qu'il a commis. Le fait que je sois d'accord avec ce verdict, c'est un sujet différent. Disons que ça me convient. Il y a une chose qu'il aurait pu faire à l'audience de la grâce et qui m'aurait fait changer d'avis. S'il m'avait ramené mon père, j'aurais changé d'avis.
Si tu peux pas me le ramener en vie et en pleine forme, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Qu'est-ce que tu peux me donner après que tu aies pris la vie de mon père? Noël Bellofato, la sœur de Lorne, habite la petite ville de Lawton, au centre de l'Oklahoma. Elle aussi a attendu avec impatience, pendant 13 ans, l'exécution de Shaun. C'était inconcevable. On n'arrivait pas à y croire. Il avait été condamné et emprisonné. Il allait rester derrière les barreaux pendant un certain nombre d'années, le temps d'épuiser tous les recours. On l'avait accepté, mais les médias ne nous ont pas laissé tourner la page. Il y avait toujours un truc nouveau. Une émission, un livre, un article. Je voulais qu'on le fasse taire. Et il n'aurait jamais été silencieux si la sentence n'avait pas été exécutée. Ma famille n'aurait jamais eu la paix. Aujourd'hui encore, on l'aurait devant nous. Je pense qu'il n'y avait pas d'autre choix avec lui. Noël et Lorne n'ont jamais reconnu à Shaun la moindre circonstance atténuante. Ils ont été très proches de lui lorsqu'ils étaient enfants. Dans cette famille recomposée, ils le côtoyaient le week-end et pendant les vacances chez leur père, qui s'était remarié à Vanda, la mère de Shaun. Noël l'a vu devenir un adolescent perturbé. Shaun changeait. Il avait des problèmes à l'école. Il s'attirait des ennuis avec ses copains. Il commençait à très mal tourner. Lorne m'avait dit que Shaun avait des mauvaises fréquentations, qu'il prenait de la drogue, expérimentait des choses. Il était très sombre. Je sais qu'un jour, il avait fugué. Mon père avait dû aller le récupérer et ça avait fait un drame avec sa mère, Vanda. Il était en pleine période de révolte. Dans le cas de Shaun, je crois que le contexte familial n'était pas idéal. Il ne voyait pas sa mère assez souvent et il n'avait jamais eu de père. Il voulait être accepté par mon père. Je ne sais pas ce qui se serait passé si Shaun avait été plus aimé ou plus entouré. Je n'en sais rien. J'essaie de ne pas me poser ces questions. Il y a une partie de moi qui ne veut plus examiner tout ça. En Oklahoma, la loi offre aux familles la possibilité d'assister aux exécutions. Noël et ses proches sont venus au pénitencier regarder la mise à mort de Shaun. Il était attaché à une table, avec les bras tendus de chaque côté. On lui avait posé une intraveineuse. C'était comme ça qu'ils allaient commettre l'exécution. C'était une injection létale.
Il était prêt et il attendait. Il y avait le directeur, un médecin et plusieurs gardiens, je crois. Il n'avait pas peur. On aurait dit qu'il était heureux de s'en aller. Et ça me paraissait incroyable. Il n'avait pas l'air effrayé. Peut-être qu'il avait accepté son sort. Ce jour-là, on lui a donné la liste de tous les gens venus assister à son exécution. Ses invités, ceux de la prison, ses proches et les familles des victimes. C'est la seule occasion de pouvoir lui dire « Tu vois, je t'ai eu. Tu t'en es pas tiré. Maintenant, on est quitte. » Je pense que j'ai fini par le déshumaniser. Je n'avais pas le choix pour ma tranquillité d'esprit. Il fallait que je le prenne pour ce qu'il était, un meurtrier. Sinon, je pense que je n'aurais pas pu traverser tout ça. Ça a été sans douleur pour lui. Il n'a pas souffert. Il a été endormi comme un animal, comme on euthanasie un chien ou un chat. C'était même sans doute bien plus humain. Noël et Lorne étaient conscients que l'exécution ferait d'autres victimes. La famille de Shaun. Son père biologique, qu'il avait abandonné à l'âge de 2 ans, avait entendu parler de l'exécution prochaine de son fils. Il lui avait fait parvenir un message vidéo depuis la Californie. Regarde bien, c'est ton père qui te parle. Désolé de te rencontrer dans ces circonstances. Mais je ne peux pas venir te voir. Je ne crois pas que je suis assez stable émotionnellement pour le supporter. J'ai de la chance de te parler à travers cette caméra. Mais je ne peux pas faire plus. C'est trop dur, Shaun. Je t'aime. Je voudrais que les choses soient différentes. Au revoir. L'exécution avait été une épreuve terrible pour Jim, le père de Vanda, le grand-père maternel de Shaun. Jim avait souvent la garde du petit garçon quand sa mère était sur les routes. Je l'avais rencontré lors de mon premier voyage, 10 ans auparavant. C'était quelques jours avant l'exécution. Jim avait déjà perdu sa fille Vanda, et maintenant l'État s'apprêtait à mettre à mort son unique petit-fils. C'est toujours mon petit-fils. J'aimerais pouvoir dire que ça ne me fera rien quand il sera exécuté. Mais je sais bien ce que ça va faire. Ça va m'arracher les tripes. Exécuter Shaun ne ramènera pas l'épicier et ça ne ramènera pas Lee ou Vanda.
C'est plus de souffrance. Ouais, c'est ça. Encore de la souffrance. C'est la même chose qui recommence. Il faut encore traverser ça. Et t'en peux plus. L'autre jour, j'ai regardé un film. Celui avec Sean Penn, La dernière marche. J'étais assis et je pleurais. Parce que Sean va vivre ça. On m'a demandé si je voulais assister à l'exécution. Non, je ne veux pas y aller. Pour rien au monde, j'irai. Qu'est-ce que vous avez pensé quand ils vous l'ont proposé? Je me suis dit, qu'est-ce que vous pouvez être cruel? C'est la seule pensée qui m'est traversée l'esprit. J'ai détesté voir Jim souffrir. Parce que je l'aimais beaucoup. Il a toujours été gentil avec moi quand j'étais petite. Je l'aimais bien. Il était tellement déchiré à l'audience du recours en grâce. J'arrivais à peine à le regarder. Je suis un être humain normal. J'ai des sentiments et j'ai eu de la peine pour lui. Mais il y avait une partie de moi qui disait « Désolé, mais il a choisi. Il a choisi de prendre la vie de 3 personnes. » Notre système judiciaire dit « Si vous commettez ce crime en Oklahoma, vous pouvez être exécuté. » Le grand-père de Sean est décédé peu après l'exécution. Près de la ville du pénitencier habite encore Debbie, la sœur de Vanda. Elle aussi s'est souvent occupée de son neveu quand Vanda partait en camion sur la route. Noël et Lorne l'ont également bien connue. On est tous pour la justice. Si ça avait été quelqu'un d'autre, on aurait réclamé la peine de mort. Parce que c'est mérité. C'est la vengeance. Mais quand c'est quelqu'un qu'on aime, qui a commis un meurtre, on ne sait plus quoi penser. On ne peut pas l'exprimer. C'est triste. Ça n'avait pas de sens. C'est un gâchis. C'était tout ce qu'il restait de moi et de ma sœur. Et il n'est plus là. C'était l'enfant de ma sœur. Elle est partie et maintenant, lui aussi. Ils sont tous partis et c'est difficile. Est-ce que je me sens responsable d'avoir facilité son exécution? Oui. Est-ce que je le regrette? Non. Est-ce que je regrette la douleur de Jim et de Debbie? Oui. Je suis désolé pour eux. Je suis vraiment triste. Ils ont perdu plus que moi. Ils ont perdu Vanda et Sean. Moi, j'ai juste perdu mon père. Est-ce qu'ils ont perdu plus que moi? Bien sûr.
Le grand-père Jim et la tante Debbie ont refusé de venir voir l'exécution. Ce 4 février 1999, Shaun a mis environ 6 minutes à mourir. Je ne sais pas ce que j'ai vu. J'ai vu une fin, mais je ne pense pas que j'ai vu une personne. Je fais tout pour ne pas me le dire. Parce que je le connaissais. Je ne voulais pas penser comme ça, mais j'étais toujours en colère et je voulais que ça aille jusqu'au bout. Et parfois, je me sens pleine de remords. Comment ai-je pu être si froide, si dure? Mais je ne veux pas qu'on me croie sans cœur et cruelle, parce que je ne suis pas comme ça. Je suis pleine de compassion, d'amour, de générosité. Donc, ces sentiments ne me ressemblent pas. Et je ne sais pas quoi en faire. La plupart du temps, je n'y pense pas. C'est fait, terminé. On n'en parle plus. Ça fait 10 ans que je n'ai plus à m'inquiéter et à me demander « Et s'il n'était pas exécuté? Et s'il est libéré? S'il ressort, qu'est-ce que je fais ?» Ça fait 10 ans que je n'y pense plus. J'ai tourné la page. La seule chose qui me traverse encore l'esprit, c'est le vide laissé par l'absence de mon père. Quel dommage. C'était un type super. Le monde? Le monde est moins lumineux. C'est la vérité. Lorne et Noël n'ont pas été les seuls à assister à la mise à mort de Shaun. Ceux qui ont tenté de le sauver étaient également présents cette nuit-là. L'exécution de Shaun Sellers a marqué son avocat, Steve Presson. Steve habite toujours la petite ville de Norman, près d'Oklahoma City. Spécialisé dans les appels des condamnés à mort devant la justice, il a perdu 11 des hommes qu'il défendait et n'a réussi qu'à en sauver 2. I love you, Shaun. Goodbye, Steve. Goodbye, Shaun. All my heart and all my soul. All my heart, all my soul. Forever. Goodbye. Bye. On entend souvent les partisans de la peine capitale dire « c'est la règle, c'est la loi ». Mais si c'est légal dans notre système judiciaire, c'est parce qu'ils ne font rien pour le modifier. Les gens soutiennent le système alors qu'il est mauvais. Et ils ne savent pas pourquoi il est mauvais. Ils n'ont jamais été témoins directs ou fait l'expérience indirecte
de l'horreur de ce système. Ils ne savent pas, tant qu'un membre de leur famille n'est pas passé par là. Et là, d'un coup, ils réalisent tout ce qui ne va pas. Voici un carton avec les dossiers de l'affaire Sean Sellers. He writes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il a écrit 8 pages le dernier jour. Steve Presson, tu t'es battu pour moi jusqu'à la fin. N'arrête pas de te battre maintenant que la fin est arrivée. Change ce monde. Mon Dieu est avec toi, Steve, et mon cœur t'accompagnera toujours. 23h27. Ils viennent me chercher. C'est l'heure de dire au revoir. Je vais m'allonger et mourir. C'est la fin du voyage. C'est la fin pour moi. Dieu se chargera du reste. Plusieurs affaires que j'ai plaidées, et surtout celle de Sean, parce que j'étais très proche de lui, ont anéanti ma foi dans le système judiciaire américain. Avant de défendre les condamnés à mort, j'avais une confiance totale en nos tribunaux et nos policiers. J'ai été flic pendant 10 ans. J'ai pratiqué le droit civil et puis le droit pénal. Avant, je pensais que tout fonctionnait très bien. Et puis j'ai vu la machinerie de l'État attaquer avec tellement de véhémence, de violence, les condamnés à mort pour prendre leur vie, en ignorant les preuves et les violations de leurs droits. Ça m'a écœuré. Ça m'a rendu amer. J'ai perdu la foi. Je déteste ce système. Je déteste être avocat. Voilà ce que ça m'a fait. Désormais, Steve n'assiste plus aux exécutions. He was put to sleep like an animal, like you'd euthanize a dog or a cat. But it was actually probably far more humane. En Oklahoma, beaucoup affirment que les exécutions sont humaines et indolores. À l'est de l'État, dans la ville de McAlester où se trouve le pénitencier, je veux retrouver les hommes qui ont exécuté Sean Sellers. En Oklahoma, ce sont les gardiens de la prison qui deviennent bourreaux les nuits d'exécution. Le plus simple est de passer une annonce dans le journal local. Cherche personne ayant participé à des exécutions capitales. I had no problem on that, sir. I interview, you know. I remember Sean Sellers because he was the first guy that actually. He was not an adult at the time that he went to the penitentiary. Yeah, I was working there when he first came in. He came in, he was young, and it was a big media thing. I know Sean, for quite a while. I remember that execution. I witnessed 20-plus execution, and
was involved in all 20-something of them? I was involved in approximately 52 executions. Approximately 60 executions. Fred Cook a supervisé l'exécution de Shaun. Son père exécutait déjà des condamnés sur la chaise électrique. Aujourd'hui, Fred est à la retraite. Quand ils ont amené Shaun, c'était encore un gamin. Un grand gamin. Mais il était coupable, ça c'est sûr. Personne ne pouvait le nier. Ils l'ont condamné à mort, et nous on l'a gardé jusqu'au moment de son exécution, et puis on l'a exécuté. Quand ils passent cette porte, ils savent qu'ils vont devoir monter sur la table. Il n'y a pas 36 solutions. Et Shaun a fait comme les autres, il a grimpé sur la table. Qu'a vécu Shaun dans ces dernières minutes? Lors d'une exécution, les produits mortels sont injectés depuis cette petite pièce à travers ces trous dans le mur. 3 citoyens sont recrutés par l'État pour accomplir cette tâche. Leur anonymat est garanti par la loi. Seuls les gardiens sont en contact direct avec les condamnés pendant toute l'exécution. Tim surveillait les prisonniers durant leurs dernières heures. Lane était membre de l'équipe qui les attachait au lit. C'était aussi le rôle de Dirk. Jane amenait les poisons et surveillait le déroulement de l'exécution. Fred, le plus âgé, avait mis au point la procédure. 8 ou 9 minutes avant l'exécution, on le sort de sa cellule et on le conduit dans la chambre d'exécution avec une équipe de 6 gardiens. Quand ils sortent de la cellule, ils ont tous cette expression typique sur le visage, comme s'ils avaient du mal à croire que c'est toi, qui les connais depuis 20 ans, qui va les conduire à la chambre. Il n'a pas de menottes, il n'a pas de fer aux pieds, il y va comme un homme. Ils aimeraient bien que ce soit quelqu'un d'autre, toi t'aimerais bien que ce soit quelqu'un d'autre. Mais tu les accompagnes jusqu'à la table. Et eux, ils te regardent parce qu'ils ne savent pas quoi faire. On ressent le stress, la nervosité. Un jour, il y en a un qui a craqué en entrant dans la chambre d'exécution. Il ne tenait plus debout. L'équipe l'a retenu par le bras et l'a redressé. On l'a porté jusqu'à la table. Ils attendent que tu leur dises quoi faire. Toi, tu leur dis « Monsieur, veuillez vous allonger ». Et ils te regardent l'air de dire « Dirk, pourquoi tu m'appelles monsieur? T'as pas besoin de faire ça. » Et puis, une fois sur la table, ils te demandent « Je fais quoi ?» Toi, tu réponds « Veuillez écarter les mains et les bras. » Ils te disent « Pourquoi faire ?» Et toi, tu peux rien leur dire. T'as pas le droit de répondre. Tu dois juste faire ce que tu as à faire. Et une fois qu'ils sont attachés, ils te regardent comme s'ils voulaient te dire au revoir. Mais moi, je peux pas les regarder dans les yeux. Je sors de la pièce. Je peux pas. Souvent, les condamnés étaient d'anciens drogués et leurs veines étaient abîmées par des années de toxicomanie.
Alors c'était parfois difficile de trouver une veine pour poser l'intraveineuse. Ça rentrait, ça sortait, fallait trouver une autre veine. Mais tous ces trucs-là, les gens ne le savent pas. Avec le chef de la sécurité, je relevais les stores pour que les gens dans la salle puissent voir la procédure et le condamné. Ensuite, le directeur disait au condamné qu'il avait 2 minutes pour faire une déclaration. Certains disent qu'ils n'ont rien à déclarer. Il y en a qui pleurent et d'autres pas. Là, le directeur dit que l'exécution commence. Mais avant de dire ça, il attend un peu, au cas où le gouverneur appellerait. À ce stade, ce coup de téléphone est la seule chose qui peut encore arrêter l'exécution. À ce moment-là, il commence à leur injecter les produits dans les veines. On n'utilise pas une machine, c'est fait manuellement. Le condamné respire un grand coup, il s'endort et il ne se réveille pas. Et sa peau devient bleue. Ainsi est mort Sean Sellers. Dans son journal, Sean a imaginé ce que ressentiraient ses gardiens. La nuit de mon exécution, le procureur dormira. Et ce sont les gardes qui me connaissent qui devront plonger les mains dans mon exécution. Ils essaieront ensuite de s'endormir avec la pensée que Sean est maintenant mort. Le moment le plus étrange, le plus difficile à vivre, c'était de rentrer à la maison. Tu quittes le pénitencier, tes collègues, et tu te retrouves tout seul dans ta voiture. Et tu roules. En général, il fait nuit, il n'y a pas un chat dans les rues, pas de bruit. Je n'allumais même pas la radio, je roulais en silence, et je pensais à ce qui venait de se passer. Je me disais, j'ai parlé à cette personne il y a 45 minutes. Maintenant, elle est morte. T'es un peu sous le choc. Parfois, t'arrives même pas à y croire, quand c'est quelqu'un que tu connais depuis 10, 12, 14 ans. On n'oubliera jamais. On y pensera jusqu'à la fin de nos jours. Bien sûr que ça t'affecte. Comment tu pourrais rester indifférent? Même si c'est quelqu'un qui a commis un crime, c'est toi qui l'as amené et ligoté. En fait, tu l'as tué parce que tu as participé à tout le processus. Je ne pouvais pas en parler à ma femme ou à mes enfants. Alors, je gardais tout pour moi. Et je mourrais avec toutes ces pensées en moi, à part celles que j'ai partagées avec vous aujourd'hui. Oui, ça me perturbe encore. J'en fais des cauchemars. Je me réveille en sueur. Je fais des rêves horribles. Mais ça ne sert à rien de vous les raconter. Vous ne pouvez pas comprendre si vous n'avez jamais vécu ça. Il y a 2 ou 3 exécutions où j'ai failli pleurer. On a les larmes aux yeux. On pourrait pleurer, mais on ne peut pas. Parce qu'il faut rester professionnel.
Il ne faut pas croire que ceux qui participent aux exécutions sont des gens froids, sans émotion et sans cœur. On leur demande de faire un métier très très difficile et ils doivent le faire avec professionnalisme et respect. Ça ne veut pas dire qu'ils ne pensent pas à ce qu'ils ont fait quand ils se retrouvent tout seuls chez eux. C'est pas que c'est bien, c'est pas que c'est mal. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a pris une vie. On ne peut pas empêcher les gens d'être humains. Dix ans après l'exécution de Sean Sellers, je n'ai croisé en Oklahoma qu'un seul protagoniste de cette histoire qui semble n'avoir aucun état d'âme. Il s'agit du procureur du comté d'Oklahoma, celui qui a requis la peine de mort contre Sean. Bob Macy a été élu à ce poste par ses concitoyens pendant près de 25 ans. Il est connu aux États-Unis comme le magistrat ayant obtenu le plus de condamnations à mort. Une 60aine. Macy a toujours affirmé que la peine de mort est dissuasive. Il l'a redit lors du procès de Sean. This may not be the best way to stop the killing, but it's the only way I know. But I think these juries are saying, look, you go out and you kill 3 people in this county, we're going to give you the death penalty, and hopefully somebody else won't do. Les arguments du procureur ont toujours rencontré le soutien de l'opinion. Aujourd'hui, Bob Macy est à la retraite. L'inflexible procureur vit reclus dans son ranch, à quelques kilomètres d'Oklahoma City. Âgé et fatigué, le recordman américain de la peine capitale écrit ses mémoires, où Sean occupe une place particulière. C'était un jeune homme très malin, très perturbé, mais très intelligent. Il avait une grande maturité, même s'il n'avait que 16 ans à l'époque. Il savait parfaitement ce qu'il faisait et pourquoi il le faisait. J'ai pensé qu'on ne pouvait pas laisser un enfant tuer ses parents et s'en tirer. Vous avez déjà vu une exécution? Non. Pourquoi? Je m'occupe de faire respecter la loi. En tant que procureur, mon rôle est de monter le dossier d'accusation, de présenter les preuves et de demander la peine capitale. La mort d'un homme ne m'apporte ni joie ni satisfaction, mais c'est un outil nécessaire que nous donne la loi. Je suppose que beaucoup dans la police et la justice pensent comme moi que c'est dissuasif. J'espère que ça l'est, mais si ça ne l'est pas, ça me va aussi bien. Vous dites que vous espérez que c'est dissuasif. Ça veut dire que ce n'est pas prouvé?
Eh bien, je ne vois pas comment prouver qu'on a empêché quelqu'un de commettre un crime. Le redoutable procureur, qui n'a jamais assisté à une exécution, le reconnaît aujourd'hui. Personne n'a jamais pu démontrer que la peine de mort est dissuasive. Dans les faits, 10 ans après l'exécution de Shaun, la criminalité n'a pas reculé en Oklahoma. Actuellement, nous avons une vague de criminalité presque sans précédent, dirigée notamment contre les jeunes femmes et les enfants. J'ignore pourquoi. Il y a des crimes vraiment horribles. Je ne sais pas d'où ça vient. Dans ce comté, on a eu plusieurs affaires où un petit ami ou un mari a fracassé un bébé contre un mur. Je ne sais pas comment quelqu'un peut tuer un bébé comme ça. C'est tellement étrange d'être confronté à ces crimes. Je ne crois pas qu'on puisse rééduquer les coupables. Celui qui a fait quelque chose d'aussi horrible est presque définitivement perdu. Comment apprendre à quelqu'un à aimer? C'est la seule vraie question pour moi. Si les gens s'aimaient, ils ne s'entretueraient pas. Pour de nombreux citoyens en Oklahoma, c'est la Bible qui légitime en dernier ressort la peine capitale. Notamment ce passage soumis à tant d'interprétations, œil pour œil, dent pour dent. Le pasteur Don Duncan a accompagné Shaun, comme beaucoup d'autres condamnés, dont des femmes, jusque dans la mort. Aujourd'hui, il a renoncé à ce genre de mission. La Bible justifie-t-elle ce que nous faisons? Non. Pourquoi le faisons-nous? Parce que nous aimons punir les gens. J'ai dû attendre 8 années avant de pouvoir parler et raconter vraiment ce que j'ai fait. Est-ce que j'ai des regrets? Non. J'ai aidé ces gens. Je n'étais pas favorable à leur exécution, mais rien ne pouvait l'empêcher. J'étais là pour les aider. J'ai prié avec eux, je leur ai parlé, mais aujourd'hui je ne peux plus le faire. Je ne peux pas parler à la place de Dieu, mais je ne crois pas qu'il approuverait la peine de mort. Il voudrait plutôt qu'on défende la vie et qu'on vive selon la parole du Christ.
Est-ce que vous croyez en Dieu? Oui, de toute mon âme. Vous craignez son jugement? Non. Pourquoi? Nous serons sauvés par la grâce. Donc, je n'ai pas à m'en inquiéter. Vous pensez qu'il y a une chance pour que Dieu soit contre la peine de mort? Je ne sais pas comment répondre à cette question. Six ans après l'exécution de Shaun, la Cour suprême a finalement interdit la condamnation à mort de criminels mineurs. Aujourd'hui, 3300 personnes attendent dans les couloirs de la mort aux États-Unis. En Oklahoma, ceux qui ne sont pas réclamés par leur famille sont enterrés dans ce petit cimetière devant le pénitencier. À l'entrée, un petit musée rappelle combien la peine de mort est ancrée dans la culture du pays. On peut y regarder les photos des condamnés électrocutés jusque dans les années 70. J'aime les États-Unis et j'ai aimé les gens d'Oklahoma. Leur simplicité, leur hospitalité, leur franchise. Je rentre en Europe avec un étrange sentiment. L'impression qu'au fond, les gens d'ici ne croient pas vraiment à la peine de mort. Une peine qui ne dissuade pas le crime. Une peine qui parfois hante les familles des victimes qui espéraient la paix. Une peine qui dégoûte les gardes chargés de l'appliquer et qui arrache des condamnés à leurs parents, à leurs épouses, à leurs enfants. 10 ans après la mort de Shaun Sellers, je n'ai observé tout au long de ce voyage qu'une peine infinie.